On va parler des prisonniers de travail maintenant, hein, le work alcoholism. Une définition du work alcoholism, c'est que le work alcoholism est un investissement excessif d'un sujet dans son travail et une négligence de sa vie extra-professionnelle. Donc on voit, il y a une rupture dans l'équilibre de la personne. Elle va négliger une partie de sa vie, la relation aux autres, la relation à sa vie personnelle, sa relation au monde, envers une seule activité. Hein. Et les conséquences peuvent être très dommageables. Une mauvaise intégration dans l'équipe de travail, puisque ces gens-là, comme ils donnent tout, ils vont être très exigeants vis-à-vis des autres. Et donc, ça va faire des tensions dans les équipes. Et donc, émergence de conflits professionnels, développement des troubles de l'angoisse. Hein. Si je travaille comme un forcené en permanence, c'est que derrière, peut-être, j'ai une peur, hein, j'ai du plaisir, j'ai peut-être aussi une peur. Mais le fait de travailler aussi tout le temps m'amène à percevoir que mon travail n'est jamais assez. Si mon travail, je commence à sentir que mon travail n'est jamais assez, ça veut dire que je suis quand même un peu en danger. Donc, il va y avoir de l'angoisse qui va surgir. Développement de stress, ça c'est fondamental. Le stress est lié à, à l'impossibilité d'évacuer les tensions. Hein. Donc, on va avoir un stress accumulatif par la répétition d'activités du travail en permanence. Un risque d'évolution vers un syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out, et l'émergence de conflits familiaux, donc rupture encore de l'équilibre précaire de la personne, et donc encore plus peut-être de retranchement dans le travail, puisque la vie familiale ne sera pas euh, euh, satisfaisante. Donc on voit bien qu'on rentre dans la porte du plaisir, on rentre dans une boucle. Hein. Le plaisir m'amène à... Le travail me donne du plaisir, et donc le seul plaisir que j'ai, c'est le travail, et donc voilà. Plus je continue, moins j'ai de plaisir ailleurs, et moins j'ai de plaisir ailleurs, plus je continue dans la seule chose que je connais, c'est-à-dire le travail. Donc le but, ce sera de casser cette boucle. Alors, une enquête effectuée sur 500 salariés dans la région parisienne montre que 54% d'entre eux présentent un risque moyen ou élevé de work alcoholism. Le profil type est une femme de 38 ans, vivant en couple avec enfant. Alors, à Paris, c'est comme ça, aux États-Unis, c'est la même chose, avec des personnes, ici sur à New York, c'est beaucoup de jeunes femmes, pas encore mariées, mais qui, en fait, sacrifient tout à leur travail. Voilà. Alors, la perception qu'ont ces personnes-là, la perception, c'est le travail est juste et noble. Il donne à l'homme satisfaction, gratification, du sens et de la reconnaissance. Et la réaction, c'est une auto-illusion, hein, en lui donnant toute cette importance et en donnant toute l'importance au travail comme étant la seule source possible euh, de plaisir. Le travail donne du sens à ma vie, j'y ai mon seul plaisir, et donc je vais donner encore plus d'activité, encore plus de relief à mon travail. On devient prisonnier et dépendant du travail et du système. Euh, voilà une petite illustration. Hein. Je ne suis pas un workaholic, je travaille juste pour me détendre. Un petit recadrage qu'on peut faire en tant que ressources humaines ou en tant qu'intervenant par rapport à, à une personne qui serait dans une relation de dépendance par rapport au travail, c'est de mettre en opposition le travail, au niveau du travail, la quantité et la qualité. Évidemment, au niveau de l'économie, on sait très bien que quantité et qualité, plus on augmente la quantité, moins on augmente, plus on diminue la qualité. Ok. Donc faire entrer cette personne à créer un doute dans la personne. Il semble clair, en effet, que l'énorme quantité de travail, l'énorme quantité de temps que votre travail consomme ne correspond pas à une qualité équivalente. Votre comportement contredit l'une des lois les plus fondamentales de l'économie. Plus la quantité d'un produit augmente, plus sa valeur intrinsèque diminue. Et donc là, on commence à créer un doute dans la personne. Que si elle travaille autant, c'est peut-être aussi parce que la qualité de son travail n'est pas très très bonne. Et donc on va mettre en fait sa dépendance par rapport au travail sur un autre versant. En d'autres termes, votre mode de vie est l'expression du sacrifice de ressources, de temps et d'énergie en faveur d'une quantité incontrôlée. Bien sûr, il n'y a rien de mal dans le choix de participer à la production de masse plutôt que d'essayer d'offrir un produit de niche à forte valeur ajoutée. Et donc, ce qu'on est en train de dire à la personne, c'est vous travaillez beaucoup, c'est très bien, mais en fait, si vous travaillez beaucoup, c'est parce que vous travaillez mal. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est travailler mieux. Et travailler mieux, c'est travailler moins. Parce qu'en travaillant moins, je vais augmenter ma qualité.
et donc vous allez offrir plus de valeur ajoutée. Donc ça marche très bien dans le domaine où nous sommes nous, c'est-à-dire à travailler avec des cadres, avec des gens qui, ont des travaux, qui font des activités à force de valeur ajoutée. C'est quelque chose qui peut parler, qui parle de manière très, très forte. Donc ça, c'est un premier recadrage, hein, qui peut s'amener ensuite d'autres choses. Comment augmenter la qualité du travail? C'est quelque chose aussi qui est fait avec les dépendances aux produits. Avec par exemple les électroniques, de manière avec laquelle je travaille, c'est qu'à un moment donné, je leur demande de focaliser sur la qualité du produit, c'est d'éviter la quantité. Mais quand vous buvez, si vous buvez, vous aimez le whisky, vous devez vous acheter le meilleur whisky qui existe. Combien de personnes regrettent sur leur lit de mort de ne pas avoir passé plus de temps au travail? C'est un petit recadrage. Et les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, comme disait Alphonse Allais. Ça aussi, c'est remettre le travail dans le cadre du travail. Alors, pour se libérer de notre addiction, pour se libérer d'un plaisir compulsif, nous devons ajouter d'autres plaisirs. Ajouter pour réduire, c'est un stratagème chinois. Tout en restant loyal à notre plaisir, chercher d'autres plaisirs. Et par exemple, la musique, la lecture, la danse, le sport. Le plaisir est à l'âme ce que le repos est au corps. C'est ce que disait saint Thomas d'Aquin, c'est ouvrir sur d'autres choses. Alors dans ce cadre-là, et suite à la question qu'on me posait plus tôt ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport, quand on est RH, par rapport à une personne? C'est qu'une stratégie consiste évidemment à recadrer le travail au niveau de la qualité plutôt que de la quantité. Ça, c'est un premier recadrage. Et puis, on peut utiliser le travail contre le travail aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire à ces personnes, votre travail maintenant va consister à trouver des plaisirs. On va voir si vous êtes capable de faire celui-là de travail. Donc, on utilise le travail contre le travail. Donc, on peut demander à la personne de faire la liste de tous les plaisirs, toutes les activités qu'elle a eues dans sa vie qui lui ont donné de plaisir. Donc, on va la faire re-explorer toutes ces activités qui dans le passé, s'occuper des enfants, aller au football, faire des balades, etc., que maintenant elle a abandonné. Et on va lui faire réexplorer ça mentalement. Puis après, en tant que je vais lui demander maintenant, vous allez faire, ou en tant qu'intervenant, on va lui faire explorer, introduire tous les jours un petit plaisir dans sa journée. Donc, progressivement, la faire se réouvrir vers les plaisirs de la vie quotidienne. Évidemment, on ne peut pas demander à la personne de changer complètement tout, mais il est important de la faire se réouvrir, rebooter progressivement. C'est comme quelqu'un qui traverse le désert. On ne peut pas lui donner un gallon ou 2 litres d'eau à boire d'un seul coup. Elle doit s'humecter d'abord les lèvres pour pouvoir retrouver les sensations et après se réouvrir progressivement à ces sensations-là pour pouvoir boire de nouveau normalement. C'est pareil, de la même manière avec le plaisir. Et donc, on peut l'arriver en recadrant la situation, qualité, quantité, en opposant le travail au travail, et en utilisant le travail comme un moyen de la réouvrir, de la remettre dans le chemin du plaisir. D'un plaisir sain, d'un plaisir varié, en fait, plutôt qu'un monoplaisir.